Bienvenue, le film s'ouvre sur une prison austère, bâtie sur une île déserte et coupée du monde. En ce jour précis, de nouveaux prisonniers y furent conduits de force, parmi lesquels se trouvait Egmont. Lorsqu'il fut amené devant le directeur, Egmont déclara d'une voix suppliante « Monsieur, aidez-moi, je n'ai rien fait de mal. J'ai été envoyé ici à la suite de fausses accusations. » Le directeur lui répondit alors avec un calme glaçant « Je le sais, si vous aviez réellement commis un crime, vous auriez été envoyé dans une prison du pays. Seuls ceux contre lesquels un complot a été minutieusement ourdi sont conduits dans cette prison isolée. » Sur ces mots, le directeur se jeta sur lui, le roua violemment de coups, puis le fit enfermer dans une cellule étroite, dotée d'une porte en bois et d'une petite fenêtre étroite. Cette porte ne s'ouvrait qu'une fois par an, lorsque le directeur venait les battre sans raison. Le temps passa et Edmond, enfermé seul dans sa cellule, devint très perturbé. Il avait écrit sur le mur, implorant Dieu de lui rendre justice. Mais peu à peu, réalisant son impuissance face à la situation, il sombra dans une profonde tristesse. Après 12 années passées dans cette prison, il perdit même la foi. Il pensait y rester enfermé pour le restant de ses jours. Mais un jour, soudain, le sol de sa cellule se mit à se soulever. Cet étrange événement choqua Edmond. Il eut l'impression qu'un fantôme était apparu devant lui. Après un moment de frayeur, Edmond vit un homme sortir de sous terre. C'était l'abbé Faria, un prisonnier de l'étage inférieur. Il creusait un tunnel depuis 5 ans. Par un heureux hasard, le tunnel débouchait sur la cellule d'Edmond, comme un signe divin. L'arrivée de l'abbé apporta enfin à Edmond la parole d'autrui, car la solitude l'avait rendu fou. L'abbé invita ensuite Edmond avec enthousiasme dans sa cellule. Edmond était ravi de ne plus avoir à gratter les murs avec des pierres. En entrant dans la cellule d'Aï, Edmond fut surpris par ce qu'il vit. La cellule d'Aï était unique en son genre. Elle ressemblait à un hôtel confortable. Des fauteuils étaient disposés et d'innombrables livres garnissaient les étagères. L'abbé promit à Edmond que s'il l'aidait à creuser le tunnel, il lui apprendrait tout le temps qu'il leur restait. Edmond n'avait rien d'autre à faire, alors il accepta aussitôt. Au moment où ils allaient commencer à creuser, ils entendirent les pas d'un garde. Tremblant de peur, Edmond courut à sa cellule et prépara la corbeille à ordures, car le garde allait arriver à son étage. Dans cette prison, la porte des cellules ne s'ouvrait que 2 fois par jour, une fois pour la levée des ordures et une fois pour le dîner. Le reste de la journée était libre, ce qui leur laissait tout le temps de creuser le tunnel sans craindre d'être pris. L'abbé coupa alors une petite mèche de ses cheveux. Il frappa une pierre pour faire une étincelle, enflamma la mèche, puis alluma une bougie. Puis, ils entrèrent tous deux dans le tunnel et continuèrent à creuser. L'espace était très réduit en dessous, et creuser n'était pas chose facile. Abbé estimait qu'à ce rythme, il leur faudrait au moins 3 ans de plus pour atteindre le monde extérieur. Un jour, pendant une pause, Edmond apprit dans un livre d'Abai qu'Ab avait été jadis un escrimeur hors pair. Dès lors, Edmond, obstiné, déclara que si Abai ne lui enseignait pas l'escrime, il cesserait de creuser le tunnel. Edmond n'avait plus qu'un seul but dans la vie, se venger de ses ennemis. Après l'avoir écouté, Ab accepta et se prépara à enseigner à Edmond l'art du combat. Il commença à lui expliquer que la vitesse était la plus grande force d'un guerrier. Il pensa à donner une leçon à Edmond en utilisant les gouttes d'eau qui tombaient dans la pièce. Debout au bord de l'eau ruisselante, il passa sa main dedans si rapidement qu'elle ne se mouilla même pas. Il dit « Le jour où tes mains seront aussi rapides, tu deviendras un guerrier redoutable. » Après cela, Ab reprit son creusement et Edmond continuait de s'entraîner. Quelques jours plus tard, Ab brisa les planches de bois de la porte et fabriqua une fausse épée. Il commença alors à enseigner correctement l'escrime à Edmond. Une fois l'entraînement terminé, Edmond se consacrait à ses études. Désormais, ses journées étaient entièrement consacrées à l'étude, au creusement et à la pratique de l'escrime. Après quelques mois, l'escrime d'Edmond s'était considérablement amélioré. L'abbé commença alors à remarquer qu'Edmond était devenu un escrimeur encore meilleur que lui. Un soir, au cours d'une conversation, Edmond apprit que l'abbé avait autrefois travaillé pour une famille très riche nommée Stadia. Son maître avait amassé une immense fortune, et Napoléon avait fait emprisonner l'abbé pour découvrir où était caché le trésor. En entendant cela, Edmond entra dans une colère noire, car lui aussi avait jadis soutenu Napoléon. Tous deux avaient été emprisonnés pour trahison. Jour après jour, leur fouille les rapprochait de la liberté. Un jour, ils aperçurent des racines de plantes dans le tunnel, ce qui fit comprendre à l'abbé qu'ils étaient tout près d'atteindre la surface. À cette nouvelle, ils furent tous deux emprisonnés. Mais bientôt, un événement vint transformer leur joie en chagrin. Le tunnel se mit soudain à trembler, et dans un grand fracas, une multitude de pierres et de terre s'effondrèrent, ensevelissant Abai. Pris de panique, Edmond dégagea rapidement les pierres et extirpa Abai. Il s'avérèrent qu'ils creusaient dans la mauvaise direction. Ils avaient dû commettre une erreur en creusant le tunnel, car même une caisse de nourriture était tombée du plafond. Abai fut grièvement blessé lorsqu'une lourde pierre l'avait frappé à la poitrine. Ses poumons étant gravement atteints, il pouvait mourir à tout instant. Dans ces derniers instants, Abai confia faiblement à Edmond qu'il y avait un livre sous une pierre dans sa chambre. Quelque chose était également caché sous ce livre. Edmond découvrit la même carte au trésor pour laquelle Abai avait été emprisonné. Il fut stupéfait. Abai lui fit promettre d'utiliser toujours le trésor pour le bien et de se tenir le plus loin possible du mal. Edmond promit et Abai mourut peu après. Les larmes aux yeux, Edmond, se sentant à nouveau seul, Edmond vit un garde apporter à manger. Il se cacha derrière le mur. Le garde l'appela, mais il n'y eut aucune réponse. En entrant pour vérifier, il découvrit le corps sans vie d'Abai et, pris de panique, se précipita pour le signaler à ses supérieurs. Edmond scella rapidement l'entrée du tunnel et retourna dans sa cellule. Peu après, le garde revint avec quelques collègues et plaça le corps d'Abai dans un sac mortuaire. Edmond, toujours caché dans le tunnel, attendait leur départ.
Dès que les gardes furent partis, il entra discrètement dans la pièce. Il contempla le cadavre d'Abbey, et tandis qu'il le fixait, une idée lui vint. Il échangea rapidement son corps avec celui d'Abbey. Peu de temps après, le directeur arriva avec ses hommes pour récupérer le corps. La prison étant située sur une île déserte, ils décidèrent de le jeter à la mer. Pendant ce temps, un garde se présenta à la cellule d'Edmond avec de la nourriture. Mais comme personne ne répondait, même après avoir frappé à plusieurs reprises, il commença à se méfier. Il ouvrit la porte et entra. Mais au lieu d'Edmond, il y trouva le corps de l'abbé. Le garde cria et alla appeler le directeur. Ce dernier voulait en finir rapidement et ce jour-là, un vent violent soufflait. Des vagues s'écrasaient contre les rochers, rendant toute communication impossible. Tandis que le directeur tentait d'écouter les gardes, Edmond lui déroba soudainement ses clés. Sous le choc, le directeur tomba à la mer avec Edmond. Dès qu'il toucha l'eau, Edmond utilisa rapidement les clés pour se libérer. En remontant à la surface, il se retourna vers le directeur. Des années de colère bouillonnèrent en lui et il le noya brutalement. Puis, sans se retourner, il continua à nager au large. Le lendemain matin, à son réveil, Edmond se trouvait sur une île. Il ignorait comment il avait survécu et comment il était arrivé là. Il ne comprenait même pas comment il était encore en vie. Mais il n'était pas encore libre. Un groupe de pirates était assis non loin de là, l'observant calmement. Edmond pensait qu'il allait être tué. Mais le chef des pirates, Luigi, lui offrit une chance. Il accepta de laisser Edmond en vie à une condition. Qu'il affronte son ami traître, Jacob, qu'il comptait de toute façon enterrer vivant. Si Jacob l'emportait, il pourrait rejoindre l'équipage. Et il tuerait Edmond. S'il gagnait, il serait libre. Le combat entre les deux hommes commença bientôt. Jacob était un escrimeur très habile, mais la technique d'Edmond, apprise auprès d'Abbey, était extrêmement puissante. Malgré plusieurs attaques, Jacob ne parvint même pas à toucher Edmond. Dès qu'il en eut l'occasion, Edmond frappa rapidement et terrassa Jacob. Mais au lieu de l'achever, Edmond se tourna vers Luigi et dit « Écoute, nous pouvons tous les deux travailler pour toi. Nous sommes des hommes utiles. Pourquoi nous tuer sans raison ?» Il n'est pas facile de trouver de bons pirates. Touché par le talent et la bonté d'Edmond, Luigi fut satisfait et leur laissa la vie sauve à tous les deux. Au cours d'une conversation sur le navire, Edmond raconta toute son histoire au capitaine. Touché par son récit, le capitaine le libéra afin qu'il puisse assouvir sa vengeance. Jacob s'allia à Edmond. Reconnaissant envers Edmond pour lui avoir sauvé la vie, Jacob lui promit une loyauté sans faille. Edmond demanda à Jacob de lui procurer un bateau. Tard dans la nuit, Edmond se rendit discrètement chez son ancien maître, mais tout avait changé. Le vieux maître ne le reconnut même pas. Il apprit que son père était mort de chagrin après l'emprisonnement d'Edmond. Cette nouvelle bouleversa profondément Edmond. Mais le coup le plus dur fut d'apprendre que son vieil ami Montig l'avait piégé et avait épousé sa fiancée Mercedes. Le lendemain, Edmond et Jacob partirent pour l'île où le trésor était indiqué sur la carte. Ils fouillèrent l'île de fond en comble, mais ne trouvèrent rien. Edmond pensa alors qu'il pouvait y avoir quelque chose sous l'eau. Il plongea dans un étang souterrain près de l'endroit mentionné sur la carte et y découvrit plusieurs vieux coffres. Dès qu'il en ouvrit un, il aperçut de l'or scintillant. Jacob, fou de joie, remplit la barque d'autant d'or qu'il pouvait en transporter. Mais pour emporter tout le trésor, il leur fallait un grand navire. Et Edmond n'avait aucune idée de comment s'en procurer un. Plus encore que la joie, il était consumé par un désir de vengeance. Il décida que cette richesse ne servirait qu'à une seule fin, se venger. Pour commencer, Edmond acheta une grande et luxueuse demeure et se présenta comme le nouveau noble de France. Il invita tous les nobles des environs à une grande fête dans son magnifique hôtel particulier. Bientôt, son train de vie fastueux et son luxe le rendirent célèbre. Tout le monde parlait de lui, mais en réalité, Edmond faisait tout cela pour attirer l'attention de son ami perfide, Montig. Montig vint bien à la fête, mais repartit sans lui adresser la parole. Entre-temps, Jacob informa Edmond que Montig avait un fils nommé Albert. Alors, avec une belle femme et quelques-uns de ses complices brigands, Edmond simula l'enlèvement d'Albert afin de pouvoir se faire passer pour son sauveur. Le plan fonctionna. Albert crut que ce noble lui avait sauvé la vie. Reconnaissant, Albert invita Edmond à sa prochaine fête d'anniversaire et lui demanda d'y assister. Edmond feignit d'hésiter, puis finit par accepter. À la fête, Albert présenta son père Montig à Edmond. 13 ans plus tard, ils se retrouvèrent face à face, mais Montig ne le reconnut pas. Edmond avait complètement changé d'apparence. Pourtant, lorsque Mercedes le vit, elle eut un étrange pressentiment. Elle ne le reconnut pas au premier abord. Mais lorsqu'Edmond lui toucha les cheveux et les tordit d'une manière particulière, un geste qu'il était le seul à avoir, elle comprit immédiatement qui il était. C'était une vieille habitude d'Edmond. Sachant que Montig était à court d'argent, il lui mentit, prétendant avoir trouvé un immense trésor, et qu'un navire devait apporter 100 kilos d'or le lendemain. Il demanda également au magistrat Wilford de lever tous les obstacles légaux, afin d'éviter tout problème avec la police. Mais Wilford était un magistrat corrompu, qui contrôlait entièrement la police locale. Après avoir entendu les paroles d'Edmond, il forma un plan avec Monaghy. Ils décidèrent de voler le trésor d'Edmond avant qu'il ne lui parvienne et de garder tout l'or pour eux. Monaghy prétendait connaître quelqu'un qui pourrait les aider. En réalité, ces trois hommes étaient les mêmes qui avaient piégé Edmond des années auparavant et l'avaient fait emprisonner. Et maintenant, Edmond les avait délibérément réunis. Après la fête, Mercedes se glissa dans la calèche d'Edmond. En pleurs, elle lui dit que Monaghy lui avait menti. Il lui annonça qu'Edmond avait été pendu. Edmond craignit que cette vérité ne ruine tout son plan de vengeance. C'est pourquoi il demanda à Mercedes de partir pour le moment. On découvre alors que le navire d'Edmond a été attaqué par un homme de Monaghy. Ce même homme était également l'un de ceux qui avaient envoyé Edmond en prison. Edmond était consumé par un désir de vengeance. L'homme pensait avoir pillé le navire sans difficulté, mais les gardes arrivèrent bientôt et le capturèrent. Il tenta de s'enfuir, mais Edmond apparut. L'homme essaya de se défendre, mais Edmond lui passa une corde autour du cou avant de le tuer.
Edmond révéla sa véritable identité, afin que l'homme sache exactement pourquoi il allait mourir et pour quel crime. La prochaine cible d'Edmond était désormais le magistrat Wilford. Des années auparavant, ce même magistrat avait piégé Edmond dans l'affaire de la lettre de Napoléon. Ironie du sort, le père du magistrat avait été un partisan de Napoléon. Mais, assoiffé de pouvoir, Wilford avait fait assassiner son propre père et avait accusé Edmond du crime, ce qui avait entraîné son emprisonnement. Cette fois, Edmond, habilement, obtint les aveux de Wilford au cours d'une conversation. Wilford admit tout, pensant qu'Edmond n'avait aucune preuve. Mais il ignorait que la police était déjà dans la pièce et écoutait toute la conversation. Ils arrêtèrent Wilford sur le champ. Pendant ce temps, Montigue, désormais ruiné, se préparait à s'enfuir. Mais Mercedes refusa de le suivre. Elle lui révéla qu'Albert n'était pas son fils, mais Edmond's. Lorsque Montigue épousa Mercedes, elle était déjà enceinte. C'était pourquoi elle avait accepté de l'épouser. Fou de rage, Montigue hurla, impuissant. Il se précipita vers le fort où il avait caché tout le trésor volé. Mais en ouvrant les coffres, il ne trouva que du sable. Dans le dernier, il ne trouva qu'un petit fragment de cuirasse, qu'il donna à Edmonds. À cet instant précis, Edmonds apparut. Montigue connaissait désormais la vérité. Enragé, il attaqua Edmonds à l'épée. Mais Montigue ne faisait pas le poids. Edmonds le désarma facilement et le plaqua contre le mur. Au moment où Edmonds allait porter le coup fatal, Albert intervint et déclara qu'il ne laisserait pas son père mourir ainsi. Montigue profita de l'instant pour charger secrètement des balles et de la poudre dans un fusil dissimulé. Mercedes accourut alors et arrêta Edmonds. Elle lui révéla la vérité. Albert était bien son fils. Edmond était sous le choc. À cet instant, Montigue braqua son arme sur Edmond. Mais Jacob, d'un geste vif, lança un couteau à la vitesse de l'éclair. La balle manqua Edmond, mais atteignit Mercedes à l'épaule. Montigue profita de la diversion pour s'enfuir. Edmond se lança à sa poursuite. Montigue enfourcha son cheval et chargea. L'épée d'Edmond s'abattit et un instant, Montigue sembla prendre l'avantage. Mais Edmond parvint finalement à le terrasser et à l'achever. Montigue mourut sur le coup. Une fois sa soif de vengeance apaisée, Edmond retourna avec sa femme et son fils sur l'île où il avait passé 13 ans de sa vie. Là, il se souvint de son mentor, l'abbé Faria. Finalement, il racheta l'île afin que personne n'ait à endurer les mêmes souffrances. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Merci de votre visionnage et la prochaine.